Alors, je vais vous demander à chacun de prendre un micro et puis on va faire un tour de table pour que vous vous présentiez les uns les autres, sauf Pascal Coyot qui s'est déjà présenté. Alors, on démarre, allez, tout près de moi, Renaud Giroudet. Bonjour à tous, Renaud Giroudet, directeur Affaires sociales, emploi et formation de la Fédération du commerce et de la distribution, qui est l'organisation professionnelle de la branche qu'on appelle le commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, c'est-à-dire en fait les hypermarchés, supermarchés, supérettes, leurs entrepôts logistiques, donc branche qui emploie en équivalent temps complet 630 000 personnes sur le territoire métropolitain. Et c'est pas sans lien avec ce qu'on évoquera tout à l'heure, qui est composé à 85% d'ouvriers employés. Et on verra comment la branche s'est emparée très tôt de ce dispositif. Deuxième intervenant. Bonjour, je suis Arthur Mendes, j'ai 53 ans. Je suis technicien expert dans un garage Peugeot Citroën Stellantis à Aulnay. Donc vous travaillez dans un garage à Aulnay, vous êtes aussi délégué du personnel, on en parlera tout à l'heure, et vous avez à la fois embarqué d'autres salariés dans la démarche Cléa et vous en avez vous-même bénéficié. Vous nous raconterez tout à l'heure comment ça s'est passé. Troisième interlocuteur, Christophe Portefin d'Accent Tonique. Bonjour. Bonjour, donc Christophe Portefin, directeur d'Accent Tonique. Donc nous sommes un organisme de formation spécialisé dans Cléa et nous sommes nous avons eu avec un partenaire à Lyon que je cite, donc l'Alpes Formation, le marché pour Stellantis. Donc nous avons organisé la formation et avons suivi Arthur Mendes, entre autres, dans différents groupes de formation. Et donc Pascal Coyot, qui est présent à cette table ronde, président d'ATPRO Île-de-France, est très impliqué dans la démarche Cléa. Vous suivez de près ces dossiers-là. Alors Cléa, de quoi s'agit-il? Quelles sont les missions de transition pour Île-de-France? Quels sont les 7 domaines de compétences? Quel est le bilan quanti? Quel est le profil des bénéficiaires? On va découvrir ça en images avec un motion design réalisé par l'équipe d'ATPRO Île-de-France. 4 missions. Instruire les dossiers déposés par les candidats, organiser mensuellement les jurys, délivrer la certification, promouvoir Cléa auprès des actifs, des entreprises, des prescripteurs et des financeurs. Ouvert à tous les salariés et demandeurs d'emploi, Cléa est un certificat interbranche reconnu au niveau national. Il atteste la maîtrise de 7 domaines de compétences professionnelles essentielles pour occuper un emploi. Obtenir Cléa, c'est l'opportunité pour des personnes peu ou pas diplômées, mais pas seulement, de valoriser ses connaissances et compétences, se sentir plus à l'aise dans son emploi, se projeter dans un parcours d'évolution professionnelle ou de reconversion, gagner en confiance et en autonomie, obtenir une certification reconnue sur le marché du travail, valider ses prérequis avant d'entrer en formation certifiante. En 2021, 1802 personnes ont obtenu Cléa en Île-de-France, soit une augmentation de 79% par rapport à 2020. Un tiers d'entre elles ont décroché le certificat dès l'évaluation préalable. Les premiers prescripteurs du dispositif sont Pôle emploi pour les demandeurs d'emploi et les employeurs pour les salariés. Ce sont aussi les principaux financeurs. Pour plus d'informations sur Cléa, rendez-vous sur certificat-cléa.fr, transitionpro-idf.fr et consultez l'étude Cléa, témoignages et bilan 2021. Voilà pour les chiffres clés, Pascal Coyot. On voit qu'il y a un fort développement de Cléa, sur l'Île-de-France notamment, mais avec un enjeu important, c'est qu'aujourd'hui, très majoritairement, ce sont des demandeurs d'emploi et il y a un vrai enjeu pour diffuser davantage le dispositif, c'est de le faire mieux connaître par les salariés. Absolument. C'est vrai que, y compris sur le public salarié, on a plus 33% de certification, mais en pourcentage, les salariés ne représentent que 12% en Île-de-France des certifiés Cléa. C'est quand même mieux qu'au niveau national, puisqu'on est plutôt autour de 7%. Donc, par contre, nous ambitionnons pour cette année 15, pas sûr qu'on y arrive, parce que vous avez vu, la dynamique Cléa est très forte, plus 80%, plus 42% en 2022. Pour autant, à terme, peut-être dans 2 ans, on espère aller jusqu'à 20%. Donc un vrai enjeu
pour nous de communication sur le sujet auprès des entreprises. Et c'est tout l'intérêt de cette table ronde, où on a eu, et je remercie vraiment les participants, et notamment pour ce qui est de la FCD, qui fait un gros travail dans cette branche. Alors regardez bien, les chiffres qu'on vous a présentés sont les chiffres AT-Pro. Donc ils n'intègrent pas les chiffres de la FCD en particulier, qui est très dynamique, la FCD qui est globalement, alors je parle sous couvert de Céline Zarny, directrice Certif Pro, qui doit être quelque part, voilà, Céline qui est là-haut, et je parle aussi avec ma casquette d'administrateur Certif Pro, qui détient les droits de Cléa. La FCD, deuxième, troisième au niveau national en nombre de certifiés. Donc vraiment, merci d'être présent. Merci à monsieur Arthur, puisque le prénom me reste Mendes, d'être avec nous pour témoigner d'un vrai parcours. Et également l'organisme de formation qui l'a accompagné. J'espère vraiment que ce sera de nature à aider tout le monde à comprendre que cette dynamique Cléa peut aider des salariés disons, de premier niveau de qualification, en tout cas avoir confiance en eux pour aller vers de la qualification. C'est ça le plus important. Il y a un enjeu de diffusion donc tant auprès des entreprises que des branches. Alors la branche du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, plus communément appelée grande distribution, ça fait un petit moment maintenant qu'elle s'est emparée du dispositif en étant habilitée à délivrer elle-même Cléa, et c'est pour ça que ça n'est pas intégré d'ailleurs dans les chiffres de Transition Pro Île-de-France. Expliquez-nous, Renaud Giroudet, comment vous en avez fait de Cléa une politique de branche, pourquoi faire, comment vous informez, vous adaptez le dispositif et vous accompagnez les salariés de la branche. Alors, c'est effectivement une longue histoire déjà, puisque c'est dès l'origine, dès la mise en œuvre du certificat Cléa. En fait, Cléa, socle de compétences et de connaissances, correspond totalement à l'ADN de la profession, puisqu'on est un secteur qui intègre énormément de jeunes, souvent sortis sans qualification professionnelle du système scolaire, avec une très forte politique de promotion interne. La moitié des directeurs de supermarchés en France sont issus de la promotion interne, et, enfin 60% même, et parmi ceux-ci, la moitié a même commencé comme employé en rayon. Et une politique de promotion interne qui s'appuie en particulier sur une forte politique de certification mise en œuvre par la Commission paritaire nationale de l'emploi. Titre d'illustration, notre CPNE a délivré plus de 7000 CQP en 2021. Donc, grosse politique de certification. Et donc, quand en 2014-2015, le socle Cléa a commencé à faire son apparition, la CPNE s'en est immédiatement emparée. On a une CPNE extrêmement active, un cadre paritaire extrêmement actif dans la profession. C'est aujourd'hui d'ailleurs le premier anniversaire sur un autre sujet, mais d'une belle victoire du paritarisme dans notre branche. C'est le premier anniversaire aujourd'hui de l'arrêt du Conseil d'État sur les minima conventionnels, qui est un résultat des organisations syndicales et de la FCD qu'on avait obtenu tous ensemble. Donc, forte culture de paritarisme, en particulier autour de la CPNE. Et donc, immédiatement, la CPNE a souhaité s'emparer de Cléa. Donc, premièrement, en contextualisant le socle. Ça, c'est un élément qui nous a paru extrêmement important. Donc, contextualiser le socle, ça veut dire l'adapter à la profession. Alors, en ne touchant à rien des fondamentaux, mais en utilisant un langage, en utilisant des exemples, que ce soit pour les évaluations, les formations, beaucoup plus adaptés à la profession. Par exemple, sur le calcul, c'est calculer des pourcentages de promotion. C'est-à-dire des choses qui parlent au quotidien des salariés qui vont être concernés par le certificat. Donc, travail de contextualisation du socle qui a eu lieu en 2015, demande d'habilitation auprès du Copanef à l'époque, on ne parlait pas encore de Certif Pro, et on a effectivement fait partie des quelques premières branches qui, à l'automne 2015, ont été habilitées à décerner le certificat Cléa et à habiliter des organismes évaluateurs et des organismes formateurs compétents pour les salariés de la branche professionnelle. Donc, à partir de ce moment-là, il y a deux actions qui se sont engagées immédiatement. Une campagne de communication
en reprenant en particulier les outils du Copanef qui avaient été faits à l'époque, en les contextualisant, en réutilisant notre slogan, nous, pour la promotion des métiers, qui est « Votre réussite est notre rayon », qui là aussi est évidemment un slogan adapté à la profession. Et puis, donc, affiches, plaquettes à destination des salariés dans les entreprises. Et puis, dans un cadre paritaire toujours, puisqu'à l'époque, nous étions en train de négocier un accord notamment sur la promotion professionnelle et l'alternance, on a choisi avec nos partenaires sociaux d'intégrer dans cet accord un volet prévoyant que toute entreprise qui accueillait un jeune, enfin jeune ou moins jeune, en contrat de professionnalisation non titulaire d'une certification RNCP par ailleurs, ni d'un CQP, de lui proposer systématiquement l'évaluation CLEA. Et ça a été un des éléments effectivement pour booster aussi la connaissance de CLEA au sein du secteur. Et donc, les entreprises de la branche se sont progressivement mises en œuvre ces mesures, et à tel point qu'en 2019, lorsqu'on a négocié la mise en œuvre de la réforme de 2018 sur la formation professionnelle, on a, sur l'un des accords de branche qui a mis en œuvre cette réforme, on a prévu, cette fois plus à destination des salariés que des entreprises, mais on a prévu qu'en matière de CPF, CLEA était opposable à l'entreprise sur le temps de travail. En d'autres termes, contrairement aux autres hypothèses de mobilisation du CPF, où l'employeur peut très bien ne pas accepter que le CPF soit mobilisé sur le temps de travail en étant payé, là, pour CLEA, les entreprises de la branche ont accepté de se déposséder de cette prérogative de manière à automatiquement accepter les mobilisations de CLEA sur le temps de travail pour les salariés non titulaires d'un diplôme supérieur au niveau CAP, on va dire. Donc jusqu'au CAP inclus. Quel est le retour des entreprises de la branche par rapport à cette utilisation? Qu'est-ce que ça change? Est-ce que ça permet aussi des montées en compétences en mettant le pied à l'étrier avec après derrière d'autres parcours de formation? Alors, CLEA s'inscrit souvent effectivement dans un parcours, le terme de parcours a été beaucoup utilisé tout à l'heure, notamment par Stéphane Masse, le parcours typique, parce que comme nous avons beaucoup de salariés qui ont pu entrer dans nos entreprises tout en ayant eu précédemment un rapport à l'enseignement, au diplôme, etc., pas forcément extrêmement positif, mais qui se sont accomplis dans notre secteur. C'est simplement que le mode éducatif leur était pas adapté. Il peut y avoir des réticences par rapport à la notion de certification, etc. Donc CLEA, c'est un moyen de, quelque part, donner confiance par rapport à ça. Ça n'est évidemment en aucun cas une certification professionnelle, c'est donner les moyens de garantir d'apprendre à apprendre. C'est s'assurer qu'on peut franchir les autres étapes. Et donc, ça s'inscrit souvent dans un parcours préalable à un CQP. Et ça permet effectivement d'accroître les probabilités de succès du certificat de qualification professionnelle. Pour un certain nombre de salariés, CLEA peut ne pas être la première étape. Il ne faut surtout pas considérer, par exemple, que CLEA est un outil de lutte contre l'illettrisme. CLEA est au-delà de ce niveau. Et donc, il peut être nécessaire pour certains salariés qui seraient plus en situation d'illettrisme d'avoir déjà une mise à niveau nécessaire pour ensuite pouvoir faire CLEA et ensuite s'inscrire dans une logique de CQP. Oui, parce qu'on peut avoir à la fois des bénéficiaires qui n'ont pas de qualification, pas de diplôme, mais on en a un certain nombre qui ont déjà des certifications. Alors, on va en avoir un exemple avec le témoignage d'Arthur Mendes. Devait participer à cette table ronde initialement Christelle Macaire, qui est une responsable RH de Stellantis, mais qui a quelques jours a décliné l'invitation étant souffrante. Et elle m'expliquait en échangeant de manière préparatoire que Stellantis, en fait, s'était approprié le dispositif via, sur un site de Lyon, un besoin identifié par un des syndicats, c'était la CGT en l'occurrence, qui avait identifié un certain nombre de besoins chez ses collègues, et ça rejoignait l'idée de l'entreprise d'aider à la maîtrise des savoirs de base dans le cadre des engagements pris dans un accord mondial signé avec des syndicats internationaux. C'est un peu la même démarche, Arthur Mendes, que vous avez eue, vous, de votre côté, parce que vous travaillez donc à Aulnay dans un garage comme technicien expert, donc vous faites des diagnostics sur les véhicules en panne, et certains collègues étaient venus vous voir en vous
exprimant le besoin de mieux maîtriser le français, mieux s'exprimer à l'oral, mieux savoir l'écrire, bref, être un peu aidé. Et vous en avez parlé à votre direction. Vous êtes aussi délégué du personnel. Oui. Bon, il est venu me voir en... Approchez bien le micro, en fait. Voilà. Non, simplement comme ça, vous le collez. Voilà, parfait. Je n'ai pas l'habitude. Il est venu me voir avec ce besoin d'apprendre le français. Lui, c'est carrément, c'est pas de l'illettrisme, mais il avait déjà suivi une formation. Il est venu me voir pour ça. Et puis, j'ai recherché un centre de formation qui puisse lui convenir. Et bon, j'ai rien trouvé de sérieux, en fait. Et puis, j'ai entendu parler donc, de la direction de ce projet, de ce parcours Cléa. Et donc, à partir de là, je me suis mis à rechercher du monde sur ma plaque, la plaque nord de Paris, sur les 4 sites, Saint-Denis, Pantin, Aulnay et puis Bondy. Et ça a été compliqué quand vous avez parlé du dispositif à vos collègues. Ils ont eu quel type de réaction? Compliqué, pas trop. Il y a ceux qui voulaient déjà, qui ont exprimé le besoin de cette formation, enfin d'une formation en tout cas en français. Et puis d'autres, bon, ils n'étaient pas très chauds pour ça. Mais enfin, après, je me suis aussi porté candidat pour. Finalement, j'avais aussi des besoins. Alors, et ça a pu être un peu déterminant quand même. Le fait que vous y alliez, vous, ça a pu aussi embarquer d'autres salariés. Je pense, oui. Je pense que le fait que j'y sois allé... Au départ, vous n'en ressentiez pas le besoin. Et après, sur quoi vous vous êtes dit, bah, finalement, ça peut m'être utile? Parce que vous aviez un BEP, c'est ça? J'ai un BEP électronique. C'est ça. Bah, j'en ai ressenti le besoin, surtout quand j'ai eu l'évaluation de départ. Où j'ai vu que j'avais quelques lacunes en orthographe, essentiellement, et puis j'avais des besoins aussi en informatique. D'accord. Donc à partir de là commence la mise en place d'une première promo. Donc c'est des groupes assez courts, c'est une dizaine de personnes. 8. Christophe Portefin, comment ça se passe concrètement? C'est quoi les différentes étapes? Arthur Mendes parlait de l'évaluation préalable qui permet de positionner aussi. Expliquez-nous concrètement ce que ça veut dire. Alors, il y a différentes étapes. Tout d'abord, il y a une réunion d'information qui est faite auprès des managers. On avait oublié de l'évoquer ensemble, mais c'est très important pour pouvoir impliquer, on va dire, l'ensemble parce que parfois une direction générale veut mettre en place un dispositif de formation, mais il faut que les managers de proximité soient dans la boucle. Et c'est ça qui va permettre de mettre en place une formation qui sera compréhensible par tout le monde. Donc il y a cette réunion-là, il y a une réunion aussi avec les personnes susceptibles de suivre la formation, et puis après on rentre dans le dispositif Cléa, mais avant l'évaluation à mon Cléa, on fait un entretien de positionnement individuel, justement pour déterminer si les personnes relèvent de Cléa ou pas. Et c'est à ce moment-là, par exemple, qu'on a vu qu'il y avait des personnes en situation d'analphabétisme, donc elles ne relèvent pas de Cléa, donc on ne va pas les prendre en formation, sinon c'est les emmener de toute façon à l'échec. Et l'objectif de Cléa, c'est pas de former des personnes pour les emmener à l'échec. Une fois qu'on a fait ce premier tri, on va dire, eh ben, lors de la première session d'entretien, on a déterminé qu'il y avait déjà de quoi monter 2 groupes Cléa. Donc on a commencé par un premier groupe, et effectivement Arthur a été un vrai moteur auprès de ses salariés, après de sa connaissance du terrain, et on a fait les évaluations amont qui durent 4 heures, alors nous on les fait, c'est un choix, on les fait en individuel, en face à face, on prend le temps de les voir, d'amener les personnes à être dans la compréhension et de voir si ce qu'elles peuvent réussir ou pas, et on a constitué un premier groupe plutôt hétérogène, avec des personnes, j'ai revu un petit peu mes matrices amont, puisque ça s'appelle comme ça pour Cléa, sur les 28 sous-domaines. Et on avait des personnes qui avaient validé 11 sous-domaines, d'autres 16, d'autres 18. Voilà. Donc il y a 7 grands domaines de compétences qu'on a aperçus tout à l'heure. Et ces 7 domaines sont répartis en sous-domaines. En sous-domaines. Et donc on doit évaluer un nombre d'items qui vont nous permettre de déterminer quels sous-domaines sont maîtrisés et quels domaines sont maîtrisés ou pas.
Et on s'est retrouvé avec des personnes donc, qui avaient des maîtrises différentes, de personnes de garages différents, et ça c'était très important, ça faisait partie du projet, parce que parfois pour une entité, elle ne peut pas libérer autant de personnes que ça en formation. Donc voilà, il y a un garage qui en libérait 2, un autre garage qui libérait une personne, et puis parfois les personnes faisaient les mêmes métiers, on avait des peintres, des carrossiers, des techniciens experts, des mécanos, des mécanos gros travaux, enfin vraiment des métiers différents, des personnes qui étaient plutôt au niveau des produits voilà. Donc l'objectif c'était de constituer un groupe viable pour l'entreprise, et ça c'est fondamental, qu'on ne puisse pas déshabiller Paul pour habiller Jacques, parce que sinon on ne peut plus travailler. Donc c'est une formation de 70 heures, donc il y a la formation, et puis derrière on refait une évaluation finale, mais uniquement sur les sous-domaines qui n'ont pas été validés en amont. La formation de 70 heures, elle s'étale sur 3 semaines en gros. Les 3 semaines sont étalées sur 3 mois, donc c'est des temps de mobilisation. Il faut en amont, effectivement, convaincre les managers de libérer, entre guillemets, leurs salariés pour aller suivre ces parcours-là. Quelques mots pour illustrer encore plus concrètement qu'est-ce qu'on y fait pendant ces 70 heures, entre le collectif, l'individuel et l'individualisation des parcours, comment peut-elle se faire ? Alors, à partir du moment où on a une évaluation amont, de toute façon, on aura des parcours individuels. Donc, les parcours sont réellement individualisés. Alors, même si la branche automobile, c'est pas accaparé la certification, la formation est conformément au préambule de référentiel Cléa et contextualisée. Donc, ça veut dire qu'il y a des activités qui sont faites en fonction des métiers, en fonction de la branche, pour que ça parle aux personnes. Et c'est exactement ce que vous disiez avant. Il faut donner du sens à la formation. Si on ne donne pas de sens à la formation, on ne va pas faire du français pour faire du français. Ça ne sert absolument à rien. Voilà. Et donc, ça veut dire qu'il y a un moment collectif où on va pouvoir parler de l'oral et parler des métiers et parler justement de quelles sont mes compétences et où je me situe. Est-ce qu'on arrive à travailler ensemble, à parler la même langue? Et ça, c'est très important. Il y a des moments individuels qui étaient vraiment calés et où il y a des personnes qui travaillaient plus sur la numératie, d'autres plus sur le français, d'autres plus sur la bureautique, d'autres un peu plus sur la confiance en soi, se projeter. En utilisant donc des documents de travail de l'entreprise, l'environnement numérique de l'entreprise, bref, c'est aussi ça la contextualisation. On les fait travailler sur des... Oui, sur des documents de l'entreprise, sur des documents que nous on fabrique à partir des documents de l'entreprise, parce qu'on va transformer en activité des documents professionnels. Sur une plateforme aussi numérique, parce qu'il y a une plateforme d'accompagnement qu'on a mise en place aussi pour le projet en accord avec Stellantis. Donc on est sur du multimodal, hein, voilà, très clairement. Même si la formation est présentielle, on va dire pendant les périodes où on ne se voyait pas, les personnes avaient accès à un environnement numérique pour continuer la formation par elle-même. Alors comment l'entreprise voit-elle Cléa et ses résultats, ses impacts? Je vous propose de regarder une vidéo qui avait été tournée avec une responsable RH à l'époque de Stellantis, c'était en 2021, et elle s'exprimait sur les résultats des premières promos. On l'écoute. Donc, je m'appelle Nadia Kassimouké, je suis en charge de l'académie Stellantis and You Sales and Services. Cléa, c'est un moyen de gagner en autonomie pour nos collaborateurs et de développer leur employabilité dans le cadre de la transformation de nos métiers qui va être important. Comme vous l'avez vu, il y avait des éléments très rationnels, mais je vais citer aussi une RH locale qui nous a dit que ça faisait un bien fou d'entendre ces salariés extrêmement épanouis, qui ont pris confiance en eux et qui du coup s'épanouissent totalement dans leur métier. Donc lancez-vous. Effectivement, j'ai un exemple en tête, un salarié qui avait un poste important, mais qui avait des blocages au niveau du calcul, sans doute issu de l'école, de l'expérience de l'école, et qui était extrêmement stressé, angoissé par toute une série de chiffres ou de calculs, et qui finalement a réussi à se débloquer et qui maintenant est rayonnant et vraiment épanoui et a gagné en confiance en lui surtout. Voilà pour ce regard de l'entreprise sur ces dispositifs. Et vous, Arthur Mendes, ça vous a apporté quoi d'entrer dans la démarche? Ça m'a apporté, oui,
d'apprendre des choses que je croyais déjà acquises et qui en fait j'ai oublié au fur des années, au fur et à mesure des années qui passaient. Et puis aussi quelque chose qui n'était pas prévu et qu'on a fait ensemble, c'est comme là aujourd'hui on parle à un public. S'exprimer devant un public, et vous m'aviez dit ça vous a aussi un peu aguerri dans votre rôle de délégué du personnel, voilà, en vous exprimant peut-être plus facilement lors des CSE qu'avant, où voilà, vous étiez... Bon, alors, il faut reconnaître qu'ici, amphithéâtre, c'est un peu impressionnant, la 3e Assemblée de la République, la marche est quand même un peu haute, hein, peut-être. Ça n'est donné à personne, donc voilà, c'est un peu compliqué. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit, les autres salariés que vous avez embarqués dans l'aventure? Donc vous étiez un groupe de 8. Eux, ils avaient quel regard par rapport à cette formation, à ces 70 heures? Ils étaient très contents aussi. Bon, moi j'en connais plus particulièrement un ou deux qui avaient du mal, beaucoup de mal, même écrire à la maison, qu'il fallait... Qui avaient des difficultés personnelles, en fait, parfois sur certains documents, ou y compris dans leur vie privée. Sur des documents, et puis à écrire aussi, tout simplement, hein, écrire à un organisme, enfin, je ne sais pas moi, comment on dit? Faire une démarche administrative, voilà, ouvrir un compte à Méli, enfin bref, tout le quotidien maintenant, où beaucoup de choses passent par Internet. Ouais. Tout passe par Internet maintenant. Et donc, oui, ils ont appris pas mal de choses. Et aussi, donc, à écrire tout simplement un mail qui passe bien. Oui, à faire des présentations. Vous m'aviez dit aussi faire des présentations, utiliser un traitement de texte, savoir envoyer une pièce jointe, des choses en fait assez basiques, mais qui parfois... voilà, on n'a pas forcément appris, on est passé à côté, on a développé d'autres compétences, mais pas celle-là. Et donc il y a ça. Et autre point, enfin, que je trouvais intéressant dans ce que vous m'aviez raconté, et vous aussi, Christophe Portefin d'ailleurs, c'est que finalement, l'un des reproches qui est fait, peut-être le seul, par les bénéficiaires de Cléa, c'est que ça ne dure pas assez longtemps, les 70 heures. C'est court. C'est court, bon, il faut combiner les deux, hein, le travail et puis la formation. Et puis il y a aussi le prix qui est un frein à se former. Mais il y a des gens aussi qui m'en ont parlé. C'est-à-dire que pour faire des formations dans l'entreprise, c'est-à-dire des formations vraiment pour apprendre, pour se former sur un moteur, les nouveaux moteurs, les nouvelles choses, ne voulaient pas y aller parce qu'ils avaient déjà du mal à comprendre ce qu'ils lisaient. Alors ils savaient lire, mais ils avaient du mal à comprendre ce qu'ils lisaient. Donc 2 ou 3 personnes m'ont parlé de ça. Oui. D'accord. Merci beaucoup. Pascal Coyot, là on voit l'exemple d'une grande entreprise qui s'est saisie du dispositif. Il y a d'autres entreprises qui, sans en faire une démarche collective, parce que c'est avant tout un dispositif individuel, en tout cas informent collectivement, accompagnent et en font une véritable politique d'entreprise, l'inscrivent comme un des outils, un des leviers forts de développement des compétences. Avant de répondre à votre question, je voulais vraiment insister sur ce que vient de dire M. Mendes. Cléa, c'est vraiment un tremplin pour la qualification. C'est-à-dire que c'est vraiment un outil qui permet à l'individu de prendre confiance en lui. Et je vous ai expliqué tout à l'heure le mécanisme qui permet d'aboutir à ça. Et une fois qu'on a confiance, on peut effectivement se projeter, s'imaginer se qualifier, y compris dans les métiers de l'entreprise. C'est à l'intérêt pour l'entreprise elle-même de développer Cléa. Et d'ailleurs, dans l'étude France Compétences sur les transitions qui est sortie en février dernier, il y a une phrase très intéressante. Il dit que c'est la crainte de ne pas obtenir la certification qui est un frein récurrent à l'accès à la formation pour les salariés, enfin les personnes de premier niveau de qualification. Or, Cléa, c'est une réponse à ça. Pourquoi ? Ça a été dit tout à l'heure par M. Giroudet, on est sur une certification en 2 temps, avec justement
le positionnement, l'analyse, l'évaluation préalable, qui est fondamentale et qui est une vraie innovation par les partenaires sociaux, puisque l'optique, ce qu'on attend de l'organisme de formation lors de cette évaluation préalable, c'est de valoriser les compétences déjà acquises par la personne. Je dis, eh bien, écoute, tu n'as pas de diplôme, mais regarde, tu sais faire ça, ça, ça. Voilà, sur 7 compétences clés, tu en as déjà 5. Et ça booste le sentiment d'efficacité personnelle. Et la personne, finalement, commence à se dire, ben oui, c'est possible. Et à partir de là, on peut enclencher une machine vertueuse vers la qualification. Alors, pour répondre à votre question sur les autres entreprises, on a, alors ça va peut-être vous surprendre, en Ile-de-France, un salarié certifié sur 2 vient de la RATP. Et oui, en Ile-de-France, la RATP, les nouveaux recrutés passent quasi systématiquement par CLEA avant un contrat de professionnalisation. Et ça, c'est très intéressant en termes de politique RH. Maintenant, au-delà de cela, on a constaté, surtout en 2022, une montée en puissance très forte des SIAE, structures d'insertion par l'activité économique. Intéressant, parce que c'est un public PTP potentiel. On en parle avec Pôle emploi dans le cadre de la convention qu'on est en train de signer avec eux. Là aussi, c'est plutôt un frémissement intéressant. Alors globalement, on a près de 80 entreprises. Donc je rappelle, c'est l'occasion de le dire, le dispositif CLEA est un dispositif individuel. Quand bien même, dans une politique de branche ou autre, on peut amener à mobiliser un nombre conséquent de personnes, mais vous l'avez rappelé vous-même, on est vraiment dans un dispositif individuel avec une évaluation individuelle, etc. Le PTP, c'est la même chose, y compris dans Transco. Nous sommes sur les parcours individuels, le volontariat, et chaque individu se positionne. Donc ça, c'était important de le rappeler. Donc en gros, ce que nous constatons, c'est qu'il y a une dynamique quand même forte, plus 33% de salariés certifiés en Ile-de-France. Pour autant, nous espérons que les témoignages qui sont donnés là seront de nature à faire comprendre la dynamique CLEA, parce qu'il y a une vraie dynamique derrière, comment ça fonctionne, et ce fonctionnement-là, on le voit, est vraiment vertueux. Merci Renaud Giroudet. Pour prolonger cette dynamique, pour aller un peu plus loin, vous avez décidé de commencer à pousser aussi CLEA numérique. Alors c'est effectivement plus récent, d'abord parce que CLEA numérique est arrivé plus récemment. Et puis, il fallait d'abord qu'on consolide, évidemment, CLEA socle. Mais dans l'accord de branche que j'évoquais tout à l'heure, sur l'abondement du CPF, l'opposabilité sur le temps de travail et l'abondement du CPF, on a aussi prévu cette même mesure pour CLEA numérique, sauf que c'est évidemment pour un public plus large que celui concerné par CLEA socle, puisqu'en fait, ça vise tous les salariés qui ont un diplôme jusqu'au niveau du bac, on va dire. Et donc, CLEA numérique commence à se déployer. On a aujourd'hui une entreprise qui est en train de finaliser son expérimentation. Donc, on aura bientôt le résultat de cette expérimentation qui a été menée sur l'un de ces hypermarchés. Et puis, on a une autre entreprise qui démarre son expérimentation. En fait, les deux sont complémentaires, notamment par rapport à la situation de notre secteur professionnel qui aujourd'hui est face à des mutations extrêmement importantes, notamment en lien avec le digital, avec la remise en cause du modèle économique de l'hypermarché, avec tout un tas de questions qui se posent. Et donc l'accompagnement de l'élévation des compétences passe aussi par CLEA numérique, parce que dans les deux cas, on est sur la même responsabilité de toute façon d'accompagner les salariés vers ces évolutions des compétences qui sont attendues. Donc, alors avec une question qui se pose un peu plus pour CLEA numérique, c'est l'articulation avec le certificat PIX qui concerne désormais l'ensemble des jeunes scolarisés, mais qui n'a pas concerné les salariés qui sont en poste déjà depuis un certain temps. Donc il y a au moins toute une période pendant laquelle où la question de l'articulation n'est pas encore cruciale. Mais à un moment donné, il faudra sans doute se la poser. Ouais, merci pour ces éléments. Christophe Portefin, pour terminer cette table ronde, peut-être quelques préconisations. Vous accompagnez beaucoup de bénéficiaires. Comment impliquer davantage les entreprises et les branches à informer et à accompagner leurs salariés, des branches et des entreprises qui peuvent se dire c'est pas forcément fait pour moi, qui voient pas forcément les atouts de cette démarche, ou qui peuvent se dire c'est c'est un certificat qui finalement est un certificat un peu générique qui répond pas vraiment à nos enjeux non plus.
Oui, tout à fait. On va dire que c'est toujours difficile de présenter que ce soit des salariés ou des entreprises Cléa. Et on va faire une formation Cléa. Cléa, ça ne veut pas dire grand-chose. Et ça ne parle pas, si on est dans le domaine de l'automobile, comme une formation, je ne sais pas, pour les moteurs hybrides ou pour l'hydrogène. Donc on n'est pas du tout sur quelque chose de parlant. Il faut accompagner l'entreprise. Enfin, Cléa, ce n'est pas juste Cléa. Cléa, c'est vraiment un travail de partenariat avec l'entreprise, avec les OPCO. Les conseillers des OPCO n'ont pas toujours le temps ou les moyens et la connaissance de Cléa aussi. Donc parfois, il est difficile aussi pour eux de le proposer à leurs adhérents. Donc c'est là où nous, en tant qu'organisme de formation, on est vraiment accompagnateur de ces partenaires. Donc comment le présenter? Il faut le présenter par rapport aux dysfonctionnements observés dans une entreprise. De temps en temps, il y a des personnes qui disent toujours oui, mais elles ne font pas ce qu'on leur demande de faire. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui coince au niveau de la compréhension des consignes. Donc ça peut être un moyen d'identification. Des personnes qui demandent toujours à leur chef de remplir leur congé payé à leur place, la demande de congé payé, qui ne vont pas utiliser l'interface numérique de l'entreprise, qui ne vont pas envoyer de SMS ou de WhatsApp à leur chef pour dire qu'ils vont arriver en retard. Donc on voit qu'il y a quand même il faut vraiment travailler sur le dysfonctionnement, aider les entreprises à analyser les dysfonctionnements, à observer ces dysfonctionnements. Nous, par exemple, on envoie systématiquement avant toute formation une fiche au N+1 ou N++ pour voir qu'est-ce qu'il a observé par rapport aux salariés qu'il veut envoyer en formation. Ça nous permet de faire une analyse des besoins et une analyse de la demande. Avec un accent aussi sur le fait que c'est totalement contextualisable, comme on l'a déjà vu, et ça peut être un atout majeur par rapport à des enjeux sectoriels dont certaines branches, d'ailleurs certains secteurs, se sont saisis. Tout à fait. Enfin, nous, on est habilité aussi, par exemple, par la branche propreté ou de l'agroalimentaire. Et donc, où là, on fait beaucoup de Cléa, d'ailleurs. Mais que ce soit du Cléa transversal ou du Cléa sectorialisé, il faut contextualiser, adapter. Et c'est en parlant de ce sens-là par rapport au sens du travail des personnes, métier par métier, qu'on va pouvoir amener à l'entreprise à se dire « oui, c'est possible et oui, ça m'intéresse ». Et puis, montrer finalement que c'est du gagnant-gagnant. C'est du gagnant pour les personnes qui suivent la formation et c'est du gagnant pour les employeurs. Tout le monde y gagne au niveau personnel et j'insiste beaucoup et on l'a dit à plusieurs reprises, la confiance en soi est fondamentale et une formation de ce type-là donne confiance. Cette façon de travailler sur la langue et travailler sur l'apprendre à apprendre et se former tout au long de la vie, c'est pas rien. Donc ça fait travailler. Voilà. Merci bien. Dernier élément, avant de prendre éventuellement une ou deux questions, Pascal Coyot, il y a un groupe de travail interopco sur Cléa qui s'est constitué avec ce mois-ci une prochaine réunion qui est prévue pour essayer de donner davantage de lisibilité au dispositif, tant pour les salariés des branches que pour les entreprises elles-mêmes. Absolument. Alors je cherche Laetitia. Laetitia était voilà. C'est elle qui a la baguette là-dessus. Et c'est vrai que ce groupe de travail interopco centré Cléa, donc c'est avec qu'on a mis en place avant l'été, permet de sensibiliser les OPCO et surtout travailler avec eux donc sur la cartographie. Et c'est l'objet d'ailleurs de la prochaine réunion. Donc c'est Françoise, c'est ça en réalité. J'ai vu, je me suis trompé, mais c'est Françoise, c'est Madame Cléa à AT Pro Île-de-France. Et Françoise, la réunion en octobre, c'est quand ? Bon, voilà. Alors, s'il y a des représentants d'OPCO, vous n'êtes pas inscrits, inscrivez-vous. Donc, on a en tout cas 6 qui vont travailler ensemble à établir cette cartographie des financements via la PROA. Parce que c'est très complexe. Selon la branche, etc., les accords sont tous différents. Donc là, on est vraiment sur une production ad hoc, adaptée à la réalité et qui va nous permettre, nous l'espérons dans un deuxième temps, de diffuser aux entreprises une information fiable qui leur permette d'utiliser ce levier de façon plus efficace. Merci beaucoup, Pascal Coyot. Alors, une ou deux questions, un témoignage, un commentaire, une piste, une préconisation. Alors, tout au fond, merci de lui apporter un micro. Alors, on vous apporte un micro, donc Brahim Messaouden de la FGTA-FO. Bonjour. Merci Renaud de la présentation et d'avoir mis en avant le travail fait par l'ensemble des acteurs de la branche. Je voulais juste témoigner par rapport à un parcours Cléa et ça rebondit un peu ce que disait Pascal. Donc j'ai une collègue de travail qui est passée par Cléa dans une phase initiale pour l'apprentissage du français de renforcement, ce que représentait le camarade tout à l'heure.
Et ensuite est passé par la VAE pour avoir son bac pro relations clients, donc une hôtesse de caisse. Et juste pour rebondir sur ce qu'ils disaient tout à l'heure, les hôtesses de caisse et les hôtes de caisse ne sont pas simplement spécialisés pour faire des emplois d'aide à domicile ou d'assistant ou d'aide-soignante, mais peuvent aussi faire d'autres métiers en relations clients. Elles ont 6 caissières qui ont leur bac pro relations clients, une collègue qui a eu son BTS de management d'unité commerciale. En tout cas, Cléa, on le porte depuis 2014 dans la branche et les jurys, parce que c'est important, c'est un jury paritaire. Et donc, il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs dans l'année. Et il y a toutes les organisations syndicales et professionnelles et les représentants des entreprises qui sont présents. Donc, c'est quelque chose qui est partagé par CGC, CFDT, Force ouvrière, CFTC et les enseignes qui sont présentes au sein de la FCD. Merci beaucoup pour ces précisions, pour ce complément. Et vraiment, merci à tous les 4 pour vos témoignages. Alors, vous pouvez rester sur scène en fait, vous pouvez rester sur scène, pas de souci. Je vous propose quand même de faire une petite salle d'applaudissements un peu plus particulière pour Arthur Mendes qui a bravé sa timidité.